Merci. La parole est à Madame Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi. S'il vous plaît. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur Hugo Bernalicis, Mesdames et Messieurs les députés, moins d'un mois après le rejet de la proposition similaire du Rassemblement national, nous débattons une nouvelle fois de l'abrogation de la loi du 14 avril 2023. Si le débat est parfaitement légitime, je l'avais d'ailleurs indiqué le 31 octobre, il n'en est pas moins un peu répétitif. Mais remarquez, considérons-nous un peu chanceux, parce que je préfère que nous prenions une journée pour débattre de l'abrogation de la réforme des retraites, plutôt que de débattre avec vous de l'abrogation du délit d'apologie du terrorisme, comme nous y invite la proposition de loi que la France insoumise a déposée la semaine dernière. S'il vous plaît, mes chers collègues. Seule la ministre a la parole et vous le savez, s'il vous plaît. Merci. Allez-y, Madame la ministre. La proposition de loi relative à l'abrogation de la réforme de 2023 a trouvé une majorité en commission. Pourrons-nous y échapper aujourd'hui? Le Canard enchaîné vous a annoncé 1 heure de discours. Je tiens à rassurer tout le monde. Je me permettrai de convoquer l'esprit de responsabilité d'une gauche qui ne se satisfait pas d'être satellisée par la France insoumise. Je sais que l'esprit de responsabilité est présent sur de nombreux bancs et au sein de nombreux groupes qui ne demandent qu'à s'exprimer. Malheureusement, j'observe avec consternation que jusqu'à présent, le groupe socialiste ne met guère de conviction à défendre la réforme Touraine et à défendre la gauche de gouvernement et le sens des responsabilités. Le contenu de la proposition est connu. Je n'y reviens pas. Chers collègues, s'il vous plaît, pas d'interpellation. Non, 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 s'il vous plaît, mes chers collègues. Attendez, s'il vous plaît, je vous remercie. Un peu de calme, s'il vous plaît. Non, non, mais il y a des provocations de toutes parts. Alors, s'il vous plaît. Je note. Mes chers collègues, alors, il est à peine 9h15, s'il vous plaît. Hein, jusqu'à minuit, ça risque d'être long. Chut. Je veux le silence de ceux qui ne sont pas orateurs. Merci. Merci, Madame la Présidente. Je note que les auteurs de cette proposition de loi ont fait un petit effort en matière de gages. Au traditionnel gage sur la fiscalité du tabac, qui était celui de la dernière fois, les auteurs ont ajouté une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des sociétés pétrolières et gazières, comme ça a été rappelé par le rapporteur. Malheureusement, je ne suis pas sûre qu'une taxe très conjoncturelle, liée aux circonstances récentes, constitue une recette pérenne sur laquelle nous devrions gager l'avenir de notre système de retraite par répartition. Je ne suis pas sûre que cette contribution produise 3,5 milliards d'euros en 2024 et je suis certaine que cette contribution ne rapportera pas 15 milliards d'euros en 2030. Et la question du gage, eh bien, c'est une question sérieuse qui dépasse le seul cadre de l'article 40 de la Constitution. L'article 40 a souvent été convoqué dans nos débats d'octobre, il le sera encore aujourd'hui. L'article 40, tous les parlementaires ont l'habitude de ruser avec. J'ai siégé sur ces bancs jusqu'en juin et de tirer le maximum de la règle en jouant à cache-cache avec la recevabilité. Mais ce petit jeu permet de concilier la règle d'airain de l'article 40 et l'initiative parlementaire. Malheureusement, en matière de réforme des retraites, l'article 40 prend tout son sens et toute sa portée parce que ce qui se joue, ce n'est pas simplement l'équilibre du prochain exercice budgétaire, mais bien l'équilibre durable du système de retraite dont les dépenses représentent près de 13,5 points de PIB en 2023, soit près de 24% de l'ensemble des dépenses publiques pour servir les pensions de 17 millions de pensionnés de droit direct.
En matière de retraite, nous devrions nous imposer de revenir aux fondements rigoureux et à la lettre de l'article 40. L'enjeu, donc, n'est pas de cocher la case de la recevabilité. L'enjeu n'est même pas de convaincre éventuellement le Conseil constitutionnel, s'il venait à être saisi un jour, d'un texte gagé à la légère. L'enjeu est plutôt de convaincre les Français d'inspirer confiance, précisément quand seulement 1 sur 2 dit avoir confiance dans le système de retraite et que 2 sur 3, en particulier nos jeunes compatriotes, pensent que leur pension ne sera pas à la hauteur de leurs attentes ni à leur... Donc la pérennité du système de retraite doit être au cœur du pacte de confiance qui fonde la retraite par répartition. Nous acceptons de cotiser aujourd'hui parce que nous savons que demain, une pension nous sera versée. Et à tous les gens qui cotisent aujourd'hui, l'adoption de votre proposition enverrait un très mauvais message. Elle leur dirait que nous refusons toute réforme paramétrique, que nous défaisons une loi votée en 2023 qui contribue à conforter notre système de retraite. Ce sens des responsabilités dont a fait preuve le gouvernement d'Elisabeth Borne, dont a fait preuve mon prédécesseur Olivier Dussopt et Marisol Touraine et Éric Woerth avant eux. Les décisions que nous ne prenons pas aujourd'hui et surtout celles que vous ne proposez de ne pas prendre auront des conséquences. Les ajustements difficiles aujourd'hui nous évitent des remises en cause plus douloureuses encore demain. Vous mettez en danger le régime de retraite par répartition, avec naturellement les meilleures intentions du monde. Je remercie les députés des groupes Ensemble pour la République, Modem, Horizon, les Républicains, tous ceux qui ont fait preuve d'esprit de responsabilité en défendant une droite qui a adopté le dispositif carrière longue, qui a relevé le minimum contributif, qui permet de mieux prendre en compte l'impact de la maternité sur les carrières. Les avancées dans la loi de 2023 produisent déjà leurs effets. En 2 temps, la revalorisation du minimum contributif a eu lieu, soit entre 25 € et 100 € de revalorisation mensuelle. Qu'est-ce que vous en faites de cela? Pour réduire le taux de non-recours au minimum vieillesse, la loi a relevé le seuil de récupération sur succession à 100 000 €. Qu'est-ce que vous en faites de cela? Le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle qui a été créé pour financer des actions de prévention de l'usure professionnelle, former, accompagner la reconversion des salariés. Qu'est-ce que vous en faites? La réforme de 2023 a retenu plusieurs mesures pour corriger des situations défavorables aux femmes en matière des retraites et de respecter le principe d'égalité. C'est le cas de l'ouverture d'un droit à la surcote dès 63 ans pour les assurés atteignant le taux plein avant l'âge de 64 ans et bénéficiant un trimestre au titre des majorations d'assurance pour enfants, dont ont majoritairement bénéficiaires les femmes. Qu'est-ce que vous en faites? Le sens des responsabilités était indispensable en 2023 quand la loi a été adoptée. Il l'est encore aujourd'hui au vu de la situation de nos finances publiques. Avec la loi Touraine, le législateur a explicité les objectifs de notre système de retraite. Équitable, solidaire, pérenne. Il précisait d'ailleurs, et cela prend tout son sens dans les débats actuels, la pérennité du système suppose de, je cite, « rechercher le plein emploi ». Voilà exactement l'enjeu qui doit nous mobiliser, la recherche du plein emploi plutôt que la pérennisation d'un système de sous-emploi des seniors, alors que notre taux d'emploi des plus de 55 ans nous montre qu'il reste beaucoup de chemin à faire. C'est quelque chose qui existe depuis 40 ans, depuis 50 ans, depuis les retraites, les pré-retraites datant de Raymond Barre qui ne nous rajeunit pas. Mais la loi Touraine est une grande loi et il faut savoir saluer le travail de nos prédécesseurs, ceux qui ont légiféré avant nous, saluer ceux qui ont voté ce texte important, qui sont ici sur les rangs. Certains sont d'ailleurs encore sur ces bancs aujourd'hui, notamment au groupe socialiste. Le texte de Marisol Touraine et du gouvernement de Jean-Marc Ayrault au début du quinquennat du président Hollande était un texte équilibré et qui, au lendemain d'une réforme difficile, celle de 2010 qui repoussait l'âge légal de 60 à 62 ans, refusait la facilité de retour en arrière et de l'annulation. La gauche aurait très bien pu le faire.
on comprend mieux pourquoi les auteurs de la proposition de loi jugent nécessaire de s'attaquer à la réforme de 2014. Il s'agit bien de s'affranchir de la sagesse et de rompre avec le sérieux. Il s'agit d'abolir la contrainte économique ou la contrainte démographique en ouvrant les vannes et la machine à promesses illusoires. La proposition de loi des députés insoumis choisit clairement le court terme et la petite politique. Ceux qui la voteront avec eux aussi. D'ailleurs, si on peut abroger la réforme Touraine, pourquoi s'arrêter là? Pourquoi ne pas s'attaquer à la réforme de 2010, relèvement de l'âge légal à 62 ans, que la gauche avait combattu? D'ailleurs, le programme de la LFI, l'avenir en commun que vous avez précisé, monsieur le rapporteur, est beaucoup plus précis. La retraite à 60 ans à taux plein pour 40 annuités de cotisation. Âge légal à 60 ans, durée de cotisation de 40 ans, remontons le temps, fromage et dessert. En défaisant la réforme de 2023 et l'essentiel de la réforme de 2014, la proposition de loi de la France insoumise évacue la longue durée, au mépris de toutes les données qui figurent dans les rapports du corps et qui, malgré toutes les incertitudes sur l'évolution de la productivité et de la démographie, constituent une boussole précieuse pour l'action publique. En repoussant de 2 années l'âge légal, nous serions, comme vous l'avez dit lors de ces débats, et comme vous allez sans doute le faire aujourd'hui, nous serions des voleurs de vie. L'expression est faite pour frapper les esprits. Elle y réussit, mais elle nous conduit sur une fausse route. Le travail ne serait qu'une aliénation, une oppression, un enfer avant le paradis, le bonheur différé de la retraite. Avec des représentations aussi simplistes, nous sommes sûrs de rater la vraie question, celle du travail. Et ce slogan regarde le salarié en consommateur, alors que le travailleur dans ce collectif qui s'appelle une entreprise ou une administration publique, quel que soit son statut, contribue à la prospérité collective. Il prend part à l'œuvre commune. Réduire le travail à l'oppression est une très étrange idée pour la gauche. Un renoncement pas si surprenant pour une gauche qui trop souvent a sacrifié le social au profit de luttes sociétales. Collectivement, nous avons besoin de travailler plus. Nous avons besoin de travailler plus. La France, je sais que vous êtes fâchés avec les chiffres, mais la France est le pays qui travaille le moins de l'OCDE. 664 heures par an français et par an, contre 730 heures en Allemagne et 770 heures dans la moyenne de l'Union européenne. Le problème n'est pas la durée annuelle ou hebdomadaire qui occupe les débats politiques et médiatiques aujourd'hui. Les travailleurs français à temps complet travaillent moins que leurs homologues européens, mais le temps partiel y est moins développé et nos indépendants travaillent plus que nos voisins. Pendant très longtemps, l'économie française compensait cette quantité réduite par une plus grande productivité et une meilleure formation. C'est faux désormais, ce manque de travail est au cœur du décrochage qui est visible pour toute l'Europe. Le sujet, c'est le travail, et ça c'est vraiment essentiel, c'est le travail tout au long de la vie, car nous entrons plus tard sur le marché du travail, nous en sortons plus tôt. Collectivement, nous devons travailler plus, nous devons travailler moins, nous devons travailler plus, nous devons travailler mieux, en meilleure santé et un peu plus longtemps. Trop longtemps, nous avons vécu sur un contre-modèle. La sortie précoce du marché du travail pour les seniors, pour la bonne cause, afin de lutter contre le chômage des jeunes et faciliter la modernisation de l'économie. 50 ans que ça dure ce mirage. Cette préférence pour l'inactivité des seniors me semble très ancrée dans les têtes, et en tout cas de ce côté-ci et de ce côté-ci de l'hémicycle.
Au final, nous avons perdu sur les deux tableaux avec un taux d'activité des 16-25 ans faible et un taux d'activité des 50-65 ans également faible, voire très faible pour les 60-64 ans, même s'il s'est amélioré considérablement ces dernières années. Les réformes successives des retraites ont permis de faire remonter progressivement le taux d'activité des seniors. Mais nous sommes encore loin de nos pays voisins, de pays comparables qui n'ont rien à envier à notre modèle social. Comme quoi, la question de taux d'activité des seniors n'est absolument pas incompatible avec un haut niveau de protection sociale. Ça aussi, c'est quelque chose que vous ne voulez pas entendre. Plutôt qu'entretenir la chimère d'un possible retour en arrière, 18 mois après la promulgation de la loi, nous devrions nous préoccuper de la manière dont nous accompagnons l'emploi des seniors. Car pour travailler tous plus longtemps et mieux, nous devons être capables de répondre à une triple anxiété. L'anxiété du travail qui peut exclure, alors même que l'on veut travailler, quand passé 50 ans, 55 ans, on a le sentiment de ne pas avoir toute sa place dans l'entreprise. Voilà les sujets dont j'aurais voulu parler aujourd'hui. L'anxiété du travail qui peut exclure quand on ne peut plus travailler, quand on a exercé un métier qui n'est pas tenable toute une vie. Voilà les sujets dont j'aurais voulu pouvoir parler avec vous. L'anxiété enfin des carrières hanchées. On va discuter précisément, je vais en venir, Monsieur Corbière, je vais en venir, et des carrières hachées, notamment pour beaucoup de femmes. Le débat sur la retraite, c'est surtout le débat sur la retraite, c'est surtout le débat sur notre monde du travail, ici et maintenant, et sur la manière de l'aménager pour qu'il soit possible tout au long de la vie. Je viens d'ailleurs d'écrire aux organisations syndicales et patronales pour lancer la concertation sur ces sujets, ceux que nous avons identifiés et ceux dont les partenaires sociaux souhaiteront s'emparer, comme l'avait proposé le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale. Et pour beaucoup de salariés seniors, la désinsertion est une vraie réalité. Comme je l'ai dit, on écarte des salariés seniors qui veulent travailler et qui savent ce que le travail apporte, mais qui veulent travailler comme les autres et pour certains même le plus longtemps possible, qui veulent faire partie d'une société où chacun a sa place à tous les âges de la vie et où l'avenir n'est pas confisqué par l'angoisse du déclassement professionnel. Certaines fins de carrière révèlent aussi notre faiblesse collective en matière de prévention, de conditions de travail et de santé au travail. C'est pour ça que la loi de 2023 prévoyait précisément un fonds d'investissement sur la prévention de l'usure professionnelle à raison de 200 millions d'euros par an pendant 5 ans pour que l'on puisse précisément aménager les postes, envisager les reconversions pour les deuxièmes parties de carrière. Ça, c'est du concret plutôt que les chimères. C'est une autre proposition de loi de la France insoumise, d'ailleurs, aborde cette question. J'aurais largement préféré que nous abordions ce sujet, monsieur le rapporteur. Peut-être aurions-nous pu avancer sur des choses ensemble. Donc je crains que la machine arrière proposée par cette proposition opère comme un solde de tout compte. Offrons du temps, faisons des promesses intenables, mais surtout, ne parlons pas des sujets difficiles. L'anxiété des travailleurs seniors est légitime et doit être entendue. L'urgence n'est pas d'entretenir le mythe d'une retraite paradis ou du bonheur différé, mais d'y répondre en changeant le monde du travail ici et maintenant. Depuis ma nomination au gouvernement, j'ai rencontré au minimum 2 fois toutes les organisations syndicales et patronales. À mon invitation et celle du Premier ministre, les partenaires sociaux ont négocié sur l'assurance chômage et sur l'emploi des seniors. La discussion est possible. Elle a même été conclusive avec un accord intervenu le 14 novembre. Je ne parlerai pas de l'assurance chômage, mais ici, sur la question de l'emploi des seniors, l'objectif était de permettre aux seniors de se maintenir dans le monde du travail. Et justement, parce que nous savons, et les partenaires sociaux savent les difficultés auxquelles ils sont confrontés. La retraite progressive, de nouveaux contrats seniors, le cumul emploi-chômage sont 3 possibilités. Il faut examiner tout ce qui permettra d'aider ceux qui veulent rester dans le monde du travail pour qu'ils n'en sortent pas prématurément. L'accord du 14 novembre sur l'emploi des seniors fait de l'emploi des seniors un thème de négociation obligatoire dans les branches professionnelles et dans les entreprises de plus de 300 salariés pour que cette question ne soit plus
invisibilisée comme elle l'a été depuis tant d'années. L'entretien professionnel de mi-carrière à 45 ans sera renforcé et complété par un second entretien quand le salarié atteint 60 ans, ce qui était déjà d'ailleurs prévu dans la réforme de 2023. Quand la norme devient de travailler plus longtemps, la fin de carrière ne peut plus se prévoir à 50 ans. Et travailler plus tard doit se prévoir plus tôt. On parle ici, parce que c'est du concret, de prévention, de mécanismes de transition collective, d'entretien d'orientation, de formation continue, de VAE. Voilà, ça, ce n'est pas des chimères, c'est des choses qui sont concrètes, c'est des vraies questions qui deviennent aujourd'hui indispensables pour des carrières rallongées, des carrières moins linéaires, des carrières à tiroir. Le dispositif de retraite progressive, là aussi parlons-en, il sera accessible à compter de 60 ans. Il ne concerne que 0,5% des personnes qui partent en retraite dans notre pays, contre 50% dans les pays du Nord qui, eux, ont réussi le pari du maintien des seniors en emploi. L'accord prévoit également la création d'un contrat de valorisation de l'expérience, un CDI senior à titre expérimental pour une durée de 5 ans, ouvert aux demandeurs d'emploi de 60 ans et plus, qui permet de mieux gérer les dernières années, notamment le moment du départ de la retraite. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas simplement le sujet du maintien dans l'emploi, il y a aussi le fait que quand on est au chômage de plus de 55 ans, c'est très difficile de retrouver de l'emploi parce que, comme l'a dit la rapporteure des droits, là aussi j'aurais voulu vous entendre, l'agisme c'est la première discrimination. L'agisme, c'est la première discrimination sur le marché du travail. Sur l'emploi des seniors, comme pour l'apprentissage, nous devons conduire une révolution culturelle. Et je suis très heureuse du résultat de cette négociation. Et vous devriez, parce que vous êtes, je l'imagine, attaché au dialogue social, vous devriez aussi vous en satisfaire. Et donc, pour l'emploi des seniors, il s'agit évidemment d'une première étape. En cohérence avec le discours de politique générale du Premier ministre, nous souhaitons travailler à l'amélioration des retraites pour le rendre plus équitable tout en préservant son équilibre financier fondamental. Et donc sur la question de l'usure professionnelle, des droits familiaux, de la lisibilité en particulier pour les polypensionnés, mais peut-être que ce n'est pas intéressant pour vous, mais je vous assure que pour les partenaires sociaux qui ont répondu présent à cette invitation, c'est intéressant et c'est important. Et je pense que nous pouvons avancer avec les partenaires sociaux. Au premier trimestre, nous organiserons une conférence sur la santé et les conditions de vie, les conditions au travail, pour conforter cette dynamique dans le temps. Voilà ce genre de questions dont nous aurions dû débattre si vous voulez consacrer toute votre journée à la question des retraites. C'est du travail dont je vous invite à débattre. Nous ne pouvons pas avancer sérieusement sur ces questions si vous entretenez l'illusion qu'il ne sera pas nécessaire de travailler mieux et plus longtemps en recherchant le plein emploi, à la fois pour financer notre protection sociale et préserver notre souveraineté dans le rang des nations. Mais l'enjeu de la réforme des retraites, et c'est peut-être là où je vous rejoins, c'est que ce n'est pas qu'un enjeu économique. Il y va d'une société qui remettent le travail au cœur d'une vie décente, de l'estime de soi, du lien social, de la fierté individuelle comme de la fierté collective. Mais ça, pour vous, le travail, c'est une aliénation, ce n'est pas possible. D'une société qui réponde à l'aspiration de chacun de trouver toute sa place, sans jamais, dans le monde du travail, ne se sentir invisible ou de trop, à chaque étape de sa vie. Mais tout cela, nous n'en parlerons pas aujourd'hui, malheureusement. C'est dommage. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.